vos invités. Je crois que vous allez dorénavant sillonner votre coin. On va vous retrouver tout au long de la journée. Merci d'être déjà nombreuses et nombreux avec nous pour ces 24 heures du climat. C'est l'événement de la campagne menée par Fabienne Grébert et l'ensemble des équipes. Vous pouvez partager le lien sur les réseaux sociaux. C'est d'une grande utilité avec le petit onglet partager là juste en dessous. Et puis tout au long des 3 semaines qui arrivent avant le premier tour, évidemment, on vous renverra quelques petites capsules qui à tout moment pourront être partagées sur l'ensemble des réseaux. Et puis des questions aussi tout au long de la journée. On en reparlera. Je vous rappelle, on va aller ensuite à Grenoble, à Annecy. Et pour l'instant, nous sommes à Lyon. Merci beaucoup d'être avec nous. Plus 2,2 degrés de moyenne de température d'augmentation dans la région. Rien n'est entrepris au niveau régional pour faire face à cette urgence climatique. Et pourtant, entrepreneurs, associations, citoyens, beaucoup se mobilisent pour agir. Il manque cette impulsion au niveau régional et c'est ce qu'on propose ici avec en tête de liste Fabienne Grébert. Un joli plateau justement pour parler de cette transition écologique avec nous ce matin. Delphine Batteau, députée. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, David Cormand, député européen, Marie Toussaint, députée européenne, Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la métropole. On va parler comment, à votre échelle, vous arrivez à engager cette transition écologique. Comment peut-on la coordonner au niveau européen et puis quel est le programme sur ce point? On en parlera bien sûr avec Fabienne Grébert. Mais d'abord, on va aller voir Wolfgang Kramer. Bonjour Wolfgang, vous êtes professeur, docteur Institut Méditerranée de biodiversité et d'écologie marine et continentale. On parle de l'objectif de Paris avec vous à limiter le réchauffement nettement en dessous des 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Est-ce qu'on peut faire un bilan rapide de ce qui se passe ici en Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, bonjour Guillaume. Vous m'entendez? Parfaitement, allez-y. Très bien. Merci pour l'invitation. Donc, j'ai été demandé de faire un état de lieu scientifique par rapport au changement climatique en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et je fais ça avec intérêt parce que typiquement, on parle de chiffres à l'échelle globale et aussi l'accord de Paris qui est un accord international. Et on a toujours l'impression que le réchauffement de 1 degré à l'échelle globale, c'est pas encore beaucoup. Mais effectivement, comme ça a été dit, en Rhône-Alpes, on est déjà sur 2,2 observés. Hein, c'est pas une simulation, c'est pas une projection vague par des modèles, c'est une observation pure et dure par des thermomètres. C'est même plus fort que pour la France en métropole, où on a jusqu'ici que 1 degré seulement, je dirais 1,7 degré. Donc le réchauffement c'est un fait, c'est une réalité. Il y a pas des questions là-dessus. Je vais dans un petit moment parler des conséquences, mais juste avant, on est sur le chemin vers où? On est sur le chemin, on est toujours dans une augmentation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale et internationale. Et avec les politiques, disons, business as usual, donc comme on les a eu les dernières années, les dernières décennies, on s'attend pour la France un réchauffement supplémentaire au-delà de ce qu'on a déjà de 3,9 degrés, presque 4 degrés à la fin du siècle. Ça veut dire donc presque 6 degrés par rapport à la période du pré-industriel. C'est donc très important. Par contre, si on est très optimiste et si on imagine que pas seulement la France, mais tous les pays à l'échelle internationale observent leur engagement fait en 2015 au moment de l'accord de Paris, on pourra limiter le réchauffement dans le territoire français à 1,5 degré plus supplémentaire, donc au-delà des 2 degrés qu'on a déjà. Donc, autrement dit, c'est très important à retenir ça, que de dépasser les 1,5 degré à l'échelle de la France ou d'un pays n'importe lequel européen, ça ne veut pas dire qu'on a raté l'accord de Paris. C'est la température moyenne de la planète qui compte. Par contre, il faut aussi retenir que toutes les régions continentaux, comme la France, mais aussi d'autres pays, vont vivre un réchauffement qui est plus important que cette moyenne à l'international.
En France, lesquelles régions sont particulièrement exposées? C'est plutôt le sud-est. Donc, nous faisons partie de la région qui a déjà observé plus que réchauffement, mais qui va encore, qui doit s'attendre quelque chose bien au-delà des 1,5 degrés, même dans le cas le plus optimiste, disons. Et qu'est-ce que ça veut dire concret sur les impacts, sur les changements que nous vivons? Effectivement, des événements extrêmes, surtout les canicules, vont devenir plus fortes et plus fréquentes. Ça aussi, c'est déjà observé. Et ce n'est pas seulement les canicules, mais c'est aussi des épisodes de fortes pluies. Effectivement, c'est un phénomène plutôt encore vers le sud, dans la zone méditerranéenne, mais même en Alpes, il faut s'attendre des tempêtes avec des fortes pluies plus fréquentes et plus fortes dans l'avenir. Les canicules, il y a certaines estimations qui disent qu'ils peuvent atteindre les 45, peut-être même vers les 50 degrés à la fin du siècle. Donc, clairement, les conditions physiologiquement, ça devient dangereux de passer le temps sans climatisation. C'est pas que la température qui compte, c'est aussi le bilan hydrique qui diminue. En Rhône-Alpes, il y a une estimation qui observe que déjà le bilan hydrique a diminué de 130 mm. Ça veut dire il n'y a pas moins de pluie, mais il y a tellement plus d'évaporation que le manque d'eau dans les sols est plus important. Et ça impacte évidemment l'agriculture. Principalement les températures élevées, ils provoquent que ce que nous appelons la phénologie, donc la floraison, les vendanges, les vignes, tout ça se passe plus tôt. Jusqu'ici, on a observé de 9 à 10 jours plus tôt dans les vendanges, par exemple, et une conséquence de ça, pas pour les vendanges, mais pour la floraison, c'est que des risques de gel tardif sont plus importants pour les cultures. Il y a une perte d'enneigement dans les montagnes et un recul des glaciers observé. Vers la fin du siècle, on risque d'avoir perdu la plus grande partie des glaciers dans les Alpes et donc aussi en région et avoir une baisse d'enneigement très importante. Certainement, je crois que ça a été juste là dans la discussion avant, certainement avec un risque important pour le tourisme classique en ski. Ça ne veut pas dire que un problème pour le tourisme en montagne, mais il va falloir le transformer d'une façon très importante. Il y a aussi un risque, où le risque météorologique des feux de forêt est en train d'augmenter et ça c'est très divers entre différentes régions. Mais c'est une conséquence également de montée des températures. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme? J'ai déjà évoqué les canicules. Nous l'avons vécu en 2003, mais aussi à plusieurs fois depuis, ont un impact direct sur la santé humaine. Et ce qui est particulièrement important, c'est que toute la société n'est pas pareille face à ces risques. C'est souvent les gens faibles, soit défavorisés économiquement, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants qui sont plus à risque pendant les canicules. Et cela est quelque chose qui n'est pas très facile à régler. Évidemment, on peut augmenter la climatisation, on peut investir dans l'isolation des bâtiments et tout ça, mais à un moment, il va falloir sortir de la maison. Et si c'est plus possible à cause de la canicule, c'est un risque sanitaire. La région, comme toutes les régions des pays industriels en Europe, en comparaison avec le reste du monde, est relativement, je veux dire, aisée. On peut bien sûr s'adapter à plusieurs façons, par la climatisation, par une augmentation de l'irrigation, mais les coûts de cette adaptation sont très importantes déjà aujourd'hui et vont encore augmenter et ils vont rendre plus difficile l'investissement dans d'autres secteurs de la société. Mais c'est effectivement nécessaire. Ce qui
pas suffisamment dit, à mon avis, dans le discours sur le climat actuellement, c'est qu'au-delà de l'adaptation, l'atténuation, la réduction des gaz à effet de serre est absolument totalement importante. On ne peut pas compter, comme ils font certains milliardaires en États-Unis actuellement, on ne peut pas assumer que ah oui, on va bien s'adapter. Faut que l'industrialisation continue. Il faut contrairement prévoir une réelle réduction de l'utilisation d'énergie. Et juste pour vous dire au niveau scientifique, on est souvent on rencontre la question sur les incertitudes. On est même accusé qu'on ne parle pas des incertitudes. Le GIEC, le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, et aussi ses implantations régionaux en France et en région, ils sont très clairs sur les incertitudes. Il y a l'incertitude physique, biologique, qui se quantifie pour le réchauffement environ 1 degré, peut-être on est sur 4 degrés ou 5 degrés à la fin du siècle, mais la grande incertitude entre les 1,5 degré et les 6 degrés que j'ai évoqués, c'est la trajectoire des émissions. Donc, une région industrialisée avec beaucoup de transport, elle doit se poser la question effectivement non seulement comment elle est victime du changement climatique, mais à quel point aussi elle est une source des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là, il y a je dirais, une incertitude scientifique, mais cette incertitude se traduit dans un choix de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, cette trajectoire sur laquelle nous sommes, il va bien au-delà de l'accord de Paris. Donc, on parle de plus de 2 degrés global, certainement, et probablement beaucoup plus avec les politiques actuelles. Et ça veut dire que l'accord de Paris tel qu'il est, il n'est pas observé on ne le retrouve pas dans les mesures et dans les engagements actuellement par rapport au gaz à effet de serre. Finalement, dernier mot, comment la région Rhône-Alpes, comme autres régions aussi, sont touchées par le changement climatique. Ce n'est pas que une question des températures et des pluies locales en région, mais c'est aussi une conséquence des bouleversements ailleurs dans le monde. On parle souvent des réfugiés, comme les réfugiés étaient le problème, mais c'est effectivement pas les réfugiés, c'est les crises environnementales dans les régions du Sud, en Afrique, en Asie, surtout suite au réchauffement, mais aussi à la hausse du niveau de la mer, qui rend difficile, par exemple, l'agriculture dans beaucoup de zones côtières autour de toute la Méditerranée. Et c'est ces bouleversements-là qui risquent d'avoir des graves conséquences sur l'économie française, et donc aussi l'économie de la région, parce que le modèle économique tel que nous le développons actuellement, toujours basé complètement sur la globalisation, ce modèle-là, il va être très sensible au changement climatique ailleurs. Donc, c'est pas juste une question morale, éthique, que la baisse des émissions de gaz à effet de serre est totalement nécessaire pour notre bien-être à nous, mais c'est aussi pour une économie, pour un développement durable de toute la planète sur laquelle nous dépendons aussi dans cette région, que cela est nécessaire. Donc, juste pour faire référence, pour tous ceux qui veulent savoir bien plus, veulent avoir plus des informations, surtout sur les impacts et les projections en région Rhône-Alpes, il y a un excellent observatoire régional climat-énergie dans la région. Il y a aussi Auréa, il y a aussi une structure scientifique pour réellement rendre en communication des scientifiques avec tous les décideurs qui s'appellent Uranos-Aura, qui se mettent en place, qui est fortement soutenu par le Comité national sur le changement global en France et qui donne des informations beaucoup plus riches que celles que j'ai pu passer dans cette petite intervention. Merci pour votre attention. J'espère que l'audio a été bon.
j'ai aucune idée. Merci beaucoup pour cette intervention, Wolfgang Kramer, et à tout moment, vous le retrouverez évidemment sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On est ensemble pour plus de 10 heures de direct pour ces 24 heures climat. Pour ce dimanche 30 mai, un nouveau coup d'envoi qui nous emmène au scrutin du 20 et 27 juin prochain pour les élections départementales et bien sûr les élections régionales. Réunis ici, Delphine Batho, Marie Toussaint, David Cormand, Bruno Bernard et Grégory Doucet. J'ai oublié personne? Tout le monde va bien ce dimanche 30 mai? Fabienne Grébert. Fabienne Grébert. Elle est avec moi non-stop, c'est pour ça que j'avais failli presque oublier Fabienne Grébert. On va parler de la transition écologique. Vous le savez, la loi climat a été votée et adoptée par l'Assemblée nationale le 4 mai dernier. Une loi, comment dire, insuffisante, et ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du Haut Conseil pour le climat, ce sont les mots du Conseil d'État. À peine 10% des 149 propositions formulées par la Convention citoyenne ont été reprises. On est donc bien loin des promesses d'Emmanuel Macron, qui, je cite, je reprendrai sans filtre la quasi-totalité des propositions de cette Convention citoyenne. Peut-on parler de mensonges et quelle ambition pour une réelle loi climat? On en parle d'abord avec vous, Delphine, avec toi, Delphine, pardonne-moi. Delphine, on entend la ministre de l'écologie dire que ça y est, cette loi donne le coup d'envoi d'un changement de société qui fait basculer la France dans l'ère écologique. Est-ce qu'on peut, je repose ma question, parler de mensonges? Et au-delà de ça, pourquoi tant de frilosité au sein d'abord du gouvernement avant de venir ensuite sur la région? En fait, c'est une loi qui est très certainement l'échec de la dernière tentative de faire semblant de faire un peu d'écologie sans remettre en cause fondamentalement le consumérisme. Et le cœur des propositions de la Convention... Il faut que j'enlève le masque peut-être pour parler, on m'entendra mieux. Le cœur des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'était vraiment de s'attaquer à tous les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre en améliorant la vie quotidienne de toutes et tous, donc dans la justice sociale, mais aussi de cette rupture avec le consumérisme, par exemple au travers des propositions sur la publicité, sur la 5G, sur la sobriété numérique, donc avec ce qui porte aussi un changement culturel. Donc effectivement, on est à 1000 années-lumière de ça. On est dans une loi qui d'abord pose un problème par rapport à un processus démocratique inédit. J'ai vu que Fabienne, vous proposez dans la région avec tous les écologistes une convention citoyenne régionale. On voit en fait au travers de ce qui s'est passé dans la convention citoyenne la maturité des citoyennes et des citoyens qui n'étaient pas des écologistes dans toute la diversité de la société française, prêtes à agir et en demande de politiques publiques cohérentes. Donc il y avait ce processus inédit qui arrive au final sur un crash total parce qu'on lui oppose la brutalité de la Ve République, on oppose aux députés, Hubert Julien Laferrière est là avec moi, l'article 45 de la Constitution pour décréter que les propositions même de la Convention citoyenne ne peuvent pas être soumises au débat et au vote à l'Assemblée nationale. Donc c'est grave d'un point de vue démocratique ce qui s'est passé, mais il n'en reste pas rien. Je pense que je vais insister là-dessus. D'abord, la loi, elle va au Sénat le 15 juin. Les propositions de la Convention citoyenne, elles continuent de faire référence. Elles continuent de faire référence pour toutes celles et tous ceux qui veulent agir. Elles continueront de faire référence pour une future majorité parlementaire écologiste, je l'espère, en 2022. Donc il n'y a pas de découragement à avoir. La deuxième chose qui est marquante, c'est le déni de l'urgence climatique qui inspire la loi. Et en fait, sur tous les sujets, on peut prendre les transports, on peut prendre l'isolation du bâtiment, on peut prendre la lutte contre l'artificialisation des sols, ainsi de suite. En fait, le gouvernement, mais aussi les Républicains, étaient dans la logique de dire on a le temps, on verra plus tard, on peut énoncer des objectifs lointains sans aucune portée normative. Voilà, d'où la rupture en fait avec la communauté scientifique qu'il y a au travers de ce texte, avec le Haut Conseil pour le climat même, qui a pas, alors je lisais dans les commentaires, le Haut Conseil pour le climat a émis un jugement sévère. Non, il a émis un jugement sur la loi qui est basée sur les données scientifiques dans un contexte dans lequel l'année 2020 est la plus chaude de tous les temps, dans laquelle on a des canicules récurrentes depuis 2015 et où on sait que malheureusement ça va s'accélérer. Donc face à ça, effectivement, on a montré qu'une vraie loi climat est possible. Avec les propositions qu'a porté le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité à l'Assemblée nationale pour tenir les clous
des engagements de la France, de ce que dit le rapport du GIEC, avec des mesures opérationnelles concrètes en 17 articles. Nos collègues sénateurs, le groupe écologiste au Sénat fait la même chose aujourd'hui. Je salue notamment Thomas Dossus, qui ont présenté la semaine dernière la vraie loi climat que proposent les sénateurs écologistes, et avec une dimension importante aussi de donner les capacités d'agir encore plus aux collectivités territoriales et notamment aux régions, mais avec un puissant soutien de l'État sur le ferroviaire, sur le vélo, sur la rénovation des logements, etc. etc. Tu dis remettre en cause le consumérisme. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on va finir tous à miche, pour reprendre les mots de certaines oppositions? Et puis surtout, quelle transformation globale de la société, car la transition écologique ne va pas sans la justice sociale, renouveau démocratique, etc., etc. Comment ça peut être impulsé, ça, au niveau du gouvernement, en se détachant aussi des lobbies? Tu as cité le gouvernement, le manque d'ambition, etc., etc. Quelle puissance des lobbies et que faire pour arriver à transformer ce pays de manière globale pour engager cette réelle transition écologique face à l'urgence climatique? D'abord, moi, je crois qu'il faut assumer la confrontation autour de ce débat et de ce référentiel. Il y a une aspiration de plus en plus importante dans la société à retrouver le sens de l'essentiel, à vivre mieux, à avoir plus de temps pour ses proches, à être moins pris dans des transports polluants dans lesquels on perd du temps, à retrouver de l'emploi local, à relocaliser l'économie. C'est ça, en fait, dont il est question. Et effectivement, la fuite en avant, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. J'ai déposé, il y a 10 jours, une proposition de loi pour interdire le démarchage téléphonique. Est-ce qu'on trouve que c'est normal que tout un chacun, quand on est à la maison, à son domicile, même le samedi, même le soir, même le dimanche, on puisse être dans une situation où le téléphone sonne tout le temps pour du démarchage commercial, au point que chez moi, dans les Deux-Sèvres, des personnes âgées, par exemple, ont coupé le téléphone, leurs proches ne peuvent plus les joindre, les services de santé ne peuvent plus les joindre. La lutte contre le consumérisme, ça c'est un exemple concret en fait. Chacun a le droit d'être tranquille quand il est à la maison et de ne pas subir cette notion de transformation des citoyennes et des citoyens en consommateurs 24 heures sur 24, même à domicile. C'est un exemple très concret. Mais si être amiche, c'est ça, moi j'assume. Il n'y a pas de problème. Je suis amiche. Le hashtag de la journée, hashtag 24 heures du climat, hashtag l'écologie c'est possible, je suis amiche, on va le laisser de côté. Grégory, je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Fabien, je te laisse lui donner le micro s'il te plaît. Je te vois hocher la tête car oui, une transformation de la société est nécessaire pour engager cette transformation écologique. Absolument. Et c'est ce qu'on fait déjà ici à Lyon. On a commencé avec des choses très très concrètes. Moi, j'ai dit que je voulais faire de cette ville la ville des enfants. Voilà, parce que si on veut travailler pour les générations futures, il faut concrètement, tout de suite, avoir des actions qui leur sont directement destinées. Donc on commence par travailler sur les écoles, sur les abords des écoles. C'est même le plus gros budget de notre programmation pluriannuelle des investissements sur cette mandature à la ville de Lyon. On a 300 millions d'euros sur cette mandature qui sont consacrés à l'éducation, à la rénovation thermique des bâtiments, des écoles, puisque nos écoles, il faut savoir, hein, elles ne sont pas du tout adaptées aux enjeux du XXIe siècle. On a des épisodes de canicule à Lyon qui peuvent commencer avant la fin de la période scolaire, hein, donc dès le mois de mai et au mois de juin, et on a des écoles qui ne sont pas du tout adaptées, où il fait beaucoup trop chaud. Donc, rénovation thermique des bâtiments, parce qu'on a aussi des hivers qui peuvent être parfois assez rigoureux ici à Lyon. C'est de la végétalisation des cours d'école, pour avoir d'abord un accès à la nature, mais aussi lutter contre les îlots de chaleur. C'est pacifier, apaiser les abords des écoles. Donc on commence, hein, on a déjà piétonnisé plusieurs dizaines d'abords d'écoles. Donc on travaille d'abord en premier lieu pour les générations futures, parce que effectivement ce changement de société que Delphine vient d'évoquer, il doit s'incarner dans des choses très concrètes de la vie quotidienne. Et puis sur la ville, bien évidemment, c'est un plan massif de végétalisation aussi, pour lutter contre tous les îlots de chaleur qui sont dans la ville, renouer avec le vivant, renouer avec la biodiversité, c'est fondamental si on veut que les modes de vie, enfin si on veut que les habitudes de vie puissent progressivement évoluer. Comment on trouve cette complémentarité entre la politique que tu mènes à Lyon et à la métropole? Bruno Bernard, président de la métropole. Bruno, comment on travaille en symbiose pour aller plus loin et étendre au niveau du territoire l'ensemble de ce projet, et puis surtout travailler en cohésion pour engager cette réelle transition écologique? Alors, la métropole de Lyon, c'est 59 communes. Lyon occupe un gros tiers
de la métropole, mais c'est aussi des territoires très variés, des quartiers prioritaires de la ville, des campagnes, des villages. Et donc, on travaille pour l'ensemble de la population. C'est la première chose, il faut arriver à intégrer toutes les données et à convaincre encore et toujours les habitants du bien fondé dans notre transition écologique. Donc, on a des compétences multiples de l'urbanisme, de l'habitat, l'environnement, les mobilités, toute l'action sociale des départements, puisque nous sommes également départements, et il faut avancer dans la préservation du climat, lutter contre la pollution, mais avoir toujours un axe sur les données sociales. Et il n'y a pas une politique que nous faisons sans tenir compte de cette question des solidarités. Et donc c'est bien sur ces deux pieds que nous avançons. Les solidarités, le climat, la lutte contre la pollution. On va sortir du diesel au cœur de l'agglomération en 2026. C'est notre objectif. Mais ça passe par offrir des alternatives très nombreuses aux habitants en termes de mobilité. On a doublé le budget d'investissement des transports en commun en le portant en 2,5 milliards. C'est par exemple 25 km de tramways supplémentaires plutôt en périphérie de ville, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Je pense au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, à Saint-Fond, à Villeurbanne, qui vont permettre aux habitants, qui parfois d'ailleurs n'ont même pas les moyens d'avoir une voiture, de pouvoir se déplacer. Et parallèlement, pour donner le côté social, nous avons instauré la gratuité des transports en commun pour les plus précaires. C'est déjà 52 000 personnes qui ont leur carte gratuite de transport en commun dans l'agglomération depuis que nous sommes là. Deux questions, Bruno, pour réagir à ce que tu as dit. Tu dis qu'il faut être convaincant, il faut sensibiliser. Quel levier on a à l'échelle de la ville, à l'échelle de la métropole pour sensibiliser et convaincre encore et encore les citoyens qui ne le seraient pas encore? Première question. Et deuxième question, sortir du diesel, c'est l'objectif donc pour 2026. Est-ce que ça ne risque pas, et je me fais encore l'avocat du diable, de créer des inégalités entre d'autres territoires et quand on n'a pas, mais on est peut-être obligé de le faire, quand on n'a pas une impulsion au niveau du gouvernement et au niveau national? Alors c'est difficile. Nous sommes toute l'année en concertation avec les habitants pour définir les modalités de cette ZFE, zone à faible émission, qui va sortir les diesels. Et donc ça passe naturellement par trouver une solution à chaque habitant. Et selon on est dans la métropole, on peut avoir forcément besoin d'une voiture. Et donc il faut l'intégrer. Oui, il y aura toujours des voitures dans la métropole. Et pour certaines communes, c'est même indispensable. Mais on peut réduire le nombre de voitures, travailler sur le covoiturage, sur l'autopartage, développer des navettes de bus express, travailler sur le vélo, va tripler les déplacements en vélo dans le mandat avec notamment un réseau express vélo. Donc il y a un panel de solutions à trouver. Et puis il y aura des mesures d'accompagnement, des dérogations qui peuvent être faites sur des critères, y compris sociaux, que des gens qui ont des faibles revenus puissent conserver leur véhicule un peu plus longtemps que les autres. Tout est ouvert à la discussion et ça, on va travailler toute l'année avant de voter en début d'année prochaine les modalités exactes de cette ambition très forte, parce qu'il faut rappeler, la pollution tue en France. C'est entre 50 000 et 100 000 personnes qui meurent prématurément par an, selon les études. Et notre responsabilité, c'est d'agir. Et le gouvernement ne l'a malheureusement pas fait, ne le fait toujours pas assez. On n'a pas encore inventé de vaccin. En revanche, on a des solutions qui devraient être mises en œuvre au niveau local quand nous sommes élus et à l'échelle nationale. Marie Toussaint, avant de parler comment on pourrait chapeauter tout ça à l'échelle européenne, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, et on viendra bien sûr sur les problématiques d'Auvergne-Rhône-Alpes avec toi, Fabienne, tout à l'heure. Qu'est-ce qui aurait fait une loi climat d'une bonne loi climat? L'ensemble des propositions reprises, est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il fallait juste reprendre ces propositions de la Convention citoyenne? Qu'est-ce qui aurait fait une bonne loi climat et qu'on aurait pu se satisfaire et dire c'est bon, on est enfin dans le bon sens? Merci. Et bonjour et merci notamment Fabienne Grébert de l'accueil qui nous est réservé aujourd'hui. On est heureux d'être là à Lyon, notamment avec Bruno Bernard et Grégory Doucet. La question qui était soulevée par Delphine tout à l'heure est la bonne, c'est-à-dire est-ce que les politiques décident de sortir de cette politique de consumérisme, de productivisme et enfin de changer de modèle pour aller vers un modèle qui est respectueux du climat, du vivant dans son ensemble et de la protection des générations futures. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a deux lois climat discutées en même temps. Et donc, ça sème un petit peu la confusion. Il y a la loi climat française dont Delphine a parlé, et puis la loi climat européenne qui vient en fait d'être adoptée, qui est en cours d'adoption. Là, il faut encore que ça recueille l'assentiment explicite du Conseil et du Parlement européen. Évidemment, ces deux lois climat vont ensemble. Ces deux décisions de qu'est-ce qu'on fait vers 2050 et avant ça, qu'est-ce qu'on fait vers 2030, quels sont nos objectifs, derrière, comment on va les décliner et ensuite, comment on va financer les transformations profondes qui sont nécessaires dans notre société. Ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a
pas seulement une insuffisance, qui a été dit sur la loi climat française tout à l'heure, mais une indigence de ces lois climat qui sont mises en œuvre. Et rappelez-vous, en 2019, quand ont eu lieu les élections européennes avec un fort score pour les Verts, ce qui nous a mené, David et moi, au Parlement européen, c'était aussi une année de très importante mobilisation. On venait de lancer l'affaire du siècle. Greta Thunberg réunissait des jeunes mobilisés partout dans la rue, des mobilisations qui portent encore des fruits aujourd'hui, avec des victoires en justice climatique importantes. Et on nous annonçait à grands cris un Green Deal qui allait transformer l'Europe en profondeur et nous permettre de poser justement de nouveaux objectifs environnementaux et de les tenir. De 1000 milliards sur 10 ans, si mes souvenirs sont bons. C'était ça le... Alors non, le Green Deal, c'était un programme politique sans véritable financement. Et c'est l'un des problèmes. C'est-à-dire qu'on nous a proposé une liste de 50 législations pour 2050, avec effectivement un rehaussement des ambitions programmées, mais sans programme de transformation en profondeur de notre économie et de notre société. Dans ce programme-là, il n'y avait pas de réforme, par exemple, des règles qui s'imposent aux entreprises. Je prends un exemple. Il y a quelques jours, Shell a été condamné par les tribunaux néerlandais, ceux qui avaient déjà donné raison à Urgenda en 2015 sur la justice climatique, et condamne Shell en disant malgré vos prétentions, vous n'êtes pas sur la route de l'accord climatique, de l'accord de Paris, et vous devez rehausser vos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et donc d'exploitation du gaz et du pétrole notamment. C'est aussi ce qu'a dit l'Agence internationale de l'énergie. Il faut arrêter maintenant. Donc arrêtez, vous changez. L'Union européenne, elle n'avait pas prévu ça. Elle n'a pas prévu qu'on impose de nouvelles règles aux entreprises. Et donc, on est en train de se battre pour imposer ces nouvelles règles aux entreprises, de la même manière qu'à l'Assemblée ou dans les territoires, on se bat pour imposer une éco-conditionnalité aux entreprises et leur imposer aussi des trajectoires de déploiement de leur stratégie qui vont dans le bon sens. C'est possible. Maintenant, sur les législations en tant que telles. Le premier pilier de ce Green Deal, c'était la loi climat européenne. La loi climat européenne qui vise donc la neutralité climatique à horizon 2050, mais qui pour 2030 a adopté un objectif largement insuffisant, bon, je vais passer dans le jargon, mais qui vise 52,8% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour l'Union tout entière à horizon 2030. Les dispositifs garantissant l'accès à la justice pour vérifier que ces objectifs soient bien tenus ont été écartés. De la même manière, on le verra avec David, que les financements ne sont pas présents pour engager cette transition, qu'on continue à déverser des milliards d'euros dans le gaz pseudo-naturel, mais qui est en fait beaucoup plus pollueur que le pétrole en règle générale. Bon, donc on est dans cette situation-là où 52,8%, peut-être ça vous dit rien comme ça, mais ça nous mène vers un réchauffement de bien plus que 2 degrés, peut-être 2,4, 2,5. Et donc l'Union européenne, qui est l'endroit où a été signé l'accord de Paris, adopte un objectif quelques années plus tard qui ne nous permet pas de respecter cet accord de Paris, et évidemment avec le soutien très affirmé de la France qui, puisqu'il adoptait en même temps une loi climat indigente vers 40% seulement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ne pouvait pas être un défenseur d'une action plus ambitieuse. Voilà, donc après, je pourrais détailler des tas d'autres éléments, peut-être un dernier quand même, et puis après, on peut continuer la discussion. Ce qui est frappant dans ce que font aujourd'hui les dirigeants politiques français et européens, c'est qu'il y a une espèce d'immobilisme et d'abandon de la capacité du pouvoir public à changer la donne, à changer les choses, à changer la vie. Je vous parlais de la réglementation des entreprises, mais au-delà de ça, sur le climat, on voit bien que si on réglementait plus et mieux l'agriculture, notamment avec une autre PAC, le transport routier ou le bâtiment, on pourrait diminuer de manière conséquente les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que les dirigeants politiques abandonnent, ils disent « ah, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à trouver d'accord, on ne sait pas comment faire tout ça », et donc on crée de nouveaux marchés. Et donc on a décidé de mettre sur le marché, la Commission européenne décide et propose de mettre sur le marché le secteur marché carbone, le secteur du transport public, du bâtiment. Et puis demain, on aura un grand marché de la biodiversité où des bouts d'arbres et de terre, etc. vont s'échanger. Et donc, moi, c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut voter pour les écologistes à tous les niveaux, notamment à l'échelon régional pour Fabienne Grébert. Derrière moi, il y a une grande affiche avec plein de propositions concrètes. Les écologistes n'abandonnent pas la capacité du politique à changer les choses. Ils savent que les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature, qu'on peut reprendre en main notre économie pour la transformer en profondeur, transformer la société avec aussi plus de justice sociale et plus de démocratie. On va parler longuement, bien évidemment, sur le programme de Fabienne et notre programme qu'on porte à tous pour ces élections régionales. David Cormand, pour reparler et rester un petit peu sur l'Union européenne, comment on arrive à fédérer autour d'une nouvelle politique en sachant que la majorité n'est pas vraiment verte au Parlement européen et comment engager les pays qui sont un petit peu réfractaires à basculer avec nous dans cette transition écologique,
Je pense à la Pologne ou autre pour ne pas les citer. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu parlais Marie des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises financent la transition écologique mais poursuivent tout de même leur modèle qui détruisent notre planète? D'abord, vous rappelez le poids de l'écologie dans le Parlement européen, c'est 10% des parlementaires. Il y a 710, 705 députés européens. Nous, les écolos, on est 74. Donc c'est 10%. C'est plus que ça n'a jamais été, mais ça reste 10%. Et donc, pour construire des majorités, le rapport de force qui est le nôtre, c'est le rapport de force dans la société. C'est-à-dire, ce qui peut faire bouger nos collègues parlementaires européens, c'est de prendre à témoin l'opinion publique, parce que ça, ils n'aiment pas. Quand on pointe, c'est un peu comme les vampires, ils n'aiment pas la lumière. Et donc, tant que ça se fait dans l'ombre avec les lobbies, ils sont tranquilles, personne ne leur casse les pieds. En plus, les députés européens, on ne sait pas trop qui c'est, donc ils sont tranquilles. Quand on arrive à dire, attention, là, votre vote, il a ça comme implication, alors que la société est largement mobilisée pour qu'on change de modèle, là, on arrive à bouger les choses. Après, on a un autre problème, je ne vais pas être trop long là-dessus, c'est que même qu'au niveau du Parlement européen, on arrive à obtenir des majorités d'idées ambitieuses, il y a d'autres acteurs qui rentrent en compte, et notamment nos bons vieux États-nations, à travers une institution qui s'appelle le Conseil. Le Conseil, c'est le rassemblement des chefs des 27 États. Et nous, il y a beaucoup de trucs qu'on vote au Parlement, on est content, on gagne quelque chose, mais après, ça passe à l'échelon du Conseil. Et là, c'est une autre histoire, parce que là, c'est encore plus opaque. Par exemple, les négociations au Conseil ne sont pas publiques. On ne connaît pas les positions officielles des États quand ils négocient entre eux pour chapeauter des décisions qui ont été prises par des députés européens directement élus par le peuple européen. C'est absolument révoltant ce que vous racontez. Alors, oui. On connaît l'opacité du truc, mais quel levier ça peut changer? C'est quoi? C'est une pression populaire? Parce que 27 chefs d'État qui se réunissent sans journalistes, sans citoyens, où on ne sait pas ce qui se dit et qui en plus est au-dessus d'un Parlement de 700 députés, pardon, mais bon courage pour aller dire aux gens après, il faut aller voter, c'est important. Oui, parce que le moyen, c'est leur foutre la honte. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand les décisions ne sont pas bonnes, c'est de dire, regardez ce qu'ils ont fait. Et ça, ils aiment quand même pas trop. Et c'est pour ça qu'on arrive à bouger quand même des choses. J'étais censé parler des histoires de sous. Parce que quand on dit qu'il faut faire la transition, qui paye? Parce que ça, la vraie question. C'est bien sûr, ça coûte de l'argent de faire la transition énergétique, mais la question, c'est qui paye? Et là, on a une autre difficulté, c'est, j'espère que je ne vais pas être trop pénible, parce que c'est toujours un peu, mais bon, quand on parle de l'argent, c'est aussi technique. Je te le dirai au cas où. C'est mon rôle de la journée. Je compte sur toi. Le Parlement européen, il a un budget qui est négocié tous les 7 ans. Là, on vient de l'obtenir, c'est 1074 milliards d'euros pour 7 ans. Ça paraît énorme, c'est que dalle. L'Union européenne est un géant économique, nous sommes un nain budgétaire. Pour donner une idée, le budget de l'Europe, c'est 1% des richesses produites au niveau européen. Les États-Unis, alors ça n'a pas les mêmes compétences, mais le budget fédéral américain, c'est entre 20 et 25% des richesses produites, leur budget pour agir. Or, une collectivité, un État, un continent comme l'Union européenne, une institution politique, pour changer le réel, elle a 3 leviers. Qui paye? La fiscalité, l'investissement, qui est lié au premier, et la réglementation dont Marie a parlé. Or, le problème, c'est qu'on n'agit pas assez suffisamment sur ces 3 leviers. Il faut des réglementations plus strictes. Alors quand on dit ça, on dit « mais les écolos, vous voulez nous punir ». Non, aujourd'hui, c'est l'économie qui est punitive. C'est l'économie dominante qui nous punit. Elle détruit les emplois, elle ubérise le travail, elle détruit la planète. C'est pas normal, donc l'écologie ne punit pas. L'écologie, c'est réglementé pour que l'économie qui aujourd'hui nous punit cesse de nous punir. Et il y a la question de la fiscalité. Qui paye? Pour la fiscalité, aujourd'hui, l'Europe, elle est maîtresse que de 25% de ses recettes. 75% du budget européen, c'est les États qui donnent. Mais comme, c'est une vieille expression, c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique. Et comme c'est les États qui donnent de l'argent à l'Union européenne, eux ils disent « mais moi j'ai un droit de regard sur comment on va dépenser cet argent ». Donc nous, il y a quelque chose sur lequel on s'est battu, et moi notamment à la commission budget, c'est d'aller chercher des ressources propres. C'est en fait une fiscalité juste. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne payent pas d'impôts, ce sont ceux qui échappent à l'impôt. Et qui échappe à l'impôt? Les GAFAM, la financiarisation de l'économie, le manque de fiscalisation du carbone aux frontières, etc., etc. Donc là, on se bagarre au niveau européen pour qu'il y ait une taxe sur les transactions financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette économie qui n'est pas réelle, c'est de la richesse produite à travers des flux financiers qui n'ont aucun rapport avec l'économie réelle, qui ne financent rien de nos emplois locaux en région ou partout en Europe. C'est juste des échanges d'actifs financiers qui ne créent pas de richesse réelle, qui ne créent pas d'activité réelle. Donc ça, les fiscaliser de façon importante, notamment pour financer
et le budget européen et ce qu'on a appelé le plan de relance européen. Je ne vais pas être trop long là, mais c'est aussi un ça va encore, ça va encore. Il y a la question de fiscaliser les GAFAM. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est la nouvelle économie, alors qui est présentée comme étant Startup Nation, c'est forcément, c'est formidable. Non, c'est le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire que ces gens-là monétisent nos données privées, c'est ça leur business model, c'est déjà un sujet, et ça marche de pair avec ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. C'est Uber. Et moi, je suis de Rouen, dans la banlieue de Rouen, il y a quelques semaines, il y a un travailleur à vélo, Uber, qui est mort parce que leurs cadences sont infernales, ils sont sous-payés. C'est des réfugiés qui sont en situation irrégulière, qui sont dans des conditions de travail scandaleuses. C'est ça l'économie moderne du XXIe siècle qu'on veut nous vendre. Et non seulement ces entreprises ont un business model dégueulasse, mais ils ne payent pas d'impôts. En plus, ils ne payent pas d'impôts. Le taux d'imposition moyen de ces boîtes, c'est entre 6,5 et 9%. Toutes les autres entreprises, le taux moyen d'imposition des entreprises en Europe, c'est 24%. Nous, on dit, mais la moindre des choses, c'est qu'ils soient imposés au même niveau que les autres. Et même ça, c'est compliqué à obtenir. Après, il y a un dernier point, il y en a d'autres, mais on n'a pas réussi à gagner sur la fiscalité du kérosène. Cette histoire est folle. On casse les pieds aux gens à payer des impôts, et moi, j'y suis favorable. Sur l'essence qu'on met dans nos voitures, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Il n'y a pas d'impôt sur le kérosène. C'est quand même... C'est-à-dire le carburant des pauvres, il est taxé. Le carburant des riches, c'est-à-dire ces gens qui prennent l'avion, il est open bar. Et donc, au niveau européen, on voulait mettre ces taxes-là, ça a été refusé. Par contre, on essaie de faire la fiscalité carbone aux frontières. En quelques mots, c'est quoi l'idée de la fiscalité carbone aux frontières? C'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, hein, en Europe, nos chiffres de baisse de gaz à effet de serre, c'est insuffisant. Mais le pire, c'est qu'on exporte nos pollutions. Quand on délocalise les entreprises qui produisent nos biens de consommation à l'extérieur de l'Union européenne, ce n'est pas comptabilisé dans les gaz à effet de serre qu'on rejette. Donc en fait, il y a un calcul qui est faussé. Et en plus, il y a une concurrence déloyale entre des pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales que nous. Donc l'idée, c'est de mettre une contribution carbone aux frontières. C'est de dire, quand vous voulez bénéficier du premier marché économique du monde, qui est l'Union européenne, il y a des règles du jeu. Il y a des règles du jeu sur la qualité des produits, sur leur sécurité. Il y a des règles du jeu social, sur les conditions sociales avec lesquelles on a fabriqué ces produits. Et il y a des conditionnalités environnementales, gaz à effet de serre ou quoi. Et quand vous voulez aller sur le marché, soit vous respectez ces normes, soit vous payez. Et on pense que ça va avoir un impact sur le modèle. L'Union européenne étant très puissante économiquement, on a une force prescriptive, non seulement dans nos frontières, mais à l'extérieur, à condition qu'on s'en saisisse. Donc voilà un peu l'idée de qui paye, pourquoi faire. C'est des sujets qui sont passionnants, qui sont compliqués, qui s'entremêlent, mais voilà. Mais je veux conclure là-dessus. À chaque fois que, et nos collègues des autres groupes, y compris dans notre groupe, quand on a eu les succès en France, évidemment des européennes, des municipales, il ne faut pas croire que c'est un impact, on l'a vu évidemment dans les collectivités concernées, mais tout le monde regarde ce qui se passe. Tout le monde regarde ce qui se passe en France parce que la France, c'est un pays qui compte dans l'Union européenne. Et quand on va avoir, comme je le souhaite, des bons résultats au régional, qu'on va gagner la région Rhône-Alpes-Auvergne, ça a un impact parce que les autres ont peur. Les autres partis traditionnels se disent on va être obligé de bouger, on va être obligé d'écouter et de faire ce que disent les écolos, sinon on va être balayé. Et donc, il ne faut pas sous-estimer, quand on vote écolo, on vote deux fois. On vote pour les politiques locales qui vont être menées, mais on vote aussi parce que ça prescrit des dynamiques aux autres échelons. Madame la Présidente, pas mal de choses et de contenu sur ce qui vient d'être dit, avant de te faire réagir sur l'ensemble de ces propositions, de ce maillage avec l'Union européenne, de cette loi climat ambitieuse qu'on pourrait porter à l'échelle nationale. On ira aussi plus loin de ce qui se passe à la métropole de Lyon et avec Grégory Doucet et Bruno Bernard. Le gros du programme, 3,6 milliards pour engager la transition écologique ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est vrai que parfois on y perd un peu, tous ces chiffres, on parle de 1000 milliards, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces 3,6 milliards supplémentaires pour engager la transition écologique à l'échelle régionale? Alors on s'attaque à 4 sujets qui sont des compétences régionales. Un premier sujet, c'est d'abord la transition des transports et effectivement proposer à tous les Auvergnats, tous les Rhône-Alpins, toutes les Rhône-Alpines, des alternatives à la voiture individuelle, c'est essentiel. Et ça, nous devons le faire en collaboration avec la métropole, notamment, qui est prête à investir sur des RER métropolitains. On a un vrai levier d'action là-dessus, et sur les trains du quotidien, sur les petites lignes, qui permettent à tout le monde de laisser sa voiture au garage, parce qu'on a des transports accessibles, avec une forte amplitude horaire, avec effectivement des tarifs attractifs. Ça, c'est un premier levier.
Le deuxième levier, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, là encore, à la fois c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'emploi de proximité, c'est bon pour la restauration de la biodiversité. On va produire, transformer et distribuer localement toute l'alimentation dont on a besoin. On a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir suffisamment de terres agricoles pour nourrir les 8 millions de personnes. Donc on aurait tort de s'en priver. Et en plus, on va pouvoir tendre dans les 10 ans qui viennent à 100% d'alimentation bio, locale et équitable dans tous les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis sûre que ça intéressera Grégory pour les écoles de la ville, je suis sûre que ça intéressera Bruno pour les collèges de la métropole et toutes les communes ou les villes comme Grenoble, Annecy, qui sont passées aussi à l'écologie aux dernières municipales. Ça, c'est un deuxième levier. Troisième levier, c'est la sobriété énergétique. Et on sait là qu'on doit rénover à peu près 500 000 logements à l'échelle du mandat si on veut atteindre les accords de Paris. Et là encore, c'est une mesure de justice sociale. Parce que si on baisse les charges liées au chauffage, si on rend plus confortables nos logements l'été quand il va faire des canicules, eh bien c'est aussi des gains de qualité de vie qu'on va avoir là-dessus. Donc cette question de la sobriété énergétique, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat, elle est essentielle pour les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a un quatrième levier sur lequel la région a les compétences pour agir, c'est la transition écologique des entreprises. Et là, je suis très confiante parce qu'en fait, dans la campagne, quand je sillonne toute la région, je me rends compte que déjà, les entreprises y vont, elles ont envie d'y aller et elles ont besoin de cet effet coup de pouce, de cet effet industriel. Je pense notamment à toutes celles qui travaillent dans l'économie circulaire, par exemple. Le fait de faire du déchet une ressource. Ben là, il faut passer à des effets industriels, des effets de masse pour massifier les gisements et s'engager dans des outils industriels. Donc ça, c'est des éléments faciles à faire. Et là, on va toucher à peu près 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a la capacité, très rapidement, dès un premier mandat, de pouvoir atteindre les accords de Paris et d'avoir baissé d'ici 2030 de 55% à peu près nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un point essentiel sur lesquels nous avons le devoir d'agir. Et je dirais ce plan, il est aussi essentiel parce que ce plan-là, il permet de créer 100 000 emplois ou de transformer 100 000 emplois et de se dire tous les matins, je me lève, je vais travailler dans des métiers qui aient du sens, je vais travailler dans des métiers de l'économie sociale et solidaire, dans des métiers qui font du bien parce qu'on s'occupe des gens, on s'occupe des besoins des gens. Et pour ça, il faut restaurer la question de la formation professionnelle qui a été fort mise à mal dans le cadre de ce mandat. Et si on restaure effectivement ce qu'on réclame là depuis des années, on restaure la formation, on développe des filières d'avenir, on manque de métiers essentiels ici, les métiers du bois, les métiers de la rénovation énergétique, les métiers d'agriculteurs, de transformation des pratiques agricoles, tous ces éléments-là sont des vecteurs effectivement de transformation écologique. Il y a une autre condition pour que ça marche aussi, c'est que la région, elle doit conditionner des aides. Je vais vous le dire, on va là, ne nous leurrons pas, être dans une période où ça va être difficile sur le plan des finances publiques. On va nous sonner la petite musique de la dette là qu'il va falloir rembourser et on va nous dire il faut serrer le robinet. Bah ok, serrons le robinet. Mais moi, en tant que présidente de région, je ne veux plus qu'on consacre un seul centime d'argent public à des actions qui ne sont pas bonnes à la fois pour l'économie de proximité, à la fois bonnes pour l'emploi et la qualité de vie, et bonnes pour le climat. Et à ces conditions, effectivement, on peut changer la donne. Et tout ça, vous allez me dire, ah bah c'est de l'écologie punitive. Non, ce n'est pas de l'écologie punitive. C'est de l'écologie qui bonifie. Moi, je suis d'accord pour qu'on accorde plus d'aide à des communes, par exemple, qui prêtent leur toit pour des centrales villageoises, pour des centrales citoyennes qui produisent de l'énergie renouvelable. Et ça me semblerait logique qu'elles le fassent. Je suis d'accord pour bonifier des aides pour des communes qui veulent rénover leurs bâtiments publics et qui veulent le faire avec des écomatériaux locaux. Ça me semble essentiel aussi. Et là, du coup, on peut effectivement avoir des vrais effets de levier. Et je crois que c'est d'autant plus important que là, on est dans une économie
qui détruit et qui répare les dégâts. J'en veux pour preuve, par exemple, les 200 millions qu'on accorde aux agriculteurs et on donne des aides qui sont logiques hein, en cas de dérèglement, d'aléas climatiques. Il faut le faire, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, c'est un puits sans fond parce qu'on va être de toute façon confronté de plus en plus à des phénomènes climatiques inédits, de plus en plus réguliers, avec des gelées tardives, des périodes de canicule, de sécheresse. Donc il faut, là encore, bonifier les aides aux agriculteurs qui sont les plus vertueux. Et ça, je pense que c'est un vrai effet de levier pour faire évoluer les pratiques. Et puis, peut-être le dernier point que je voudrais donner, c'est nos emplois de proximité et nos filières de proximité. On a là, en Auvergne-Rhône-Alpes, la capacité à produire, à transformer notre industrie et à relocaliser notre industrie. Moi, j'ai été très touchée, là, dans les visites que j'ai faites, d'aller rencontrer les syndicalistes, les familles d'industries comme Luxfer, qui produisaient des bonbonnes d'oxygène, On a laissé s'éteindre ce savoir-faire ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ces gens, les syndicalistes que j'ai rencontrés, attendent encore une décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour dire combien on met sur la table pour réouvrir une nouvelle usine. C'est intenable de jouer comme ça sur ce laisser-aller, ce chantage. Pareil pour Ferropem. Ferropem, entreprise des Savoies et dans l'Isère, 350 menaces de licenciement alors qu'on produit du silicium indispensable pour faire des panneaux photovoltaïques. Et on a en plus une usine Photowatt qui fabrique des panneaux photovoltaïques à Grenoble. Donc on pourrait créer une filière photovoltaïque d'excellence. On a un des centres de recherche les plus connus au monde, enviés de tous, qui travaillent pour des fabricants de panneaux photovoltaïques chinois. C'est quand même un peu ballot, quoi. Or qu'on a un savoir-faire industriel ici dans la région. Donc relocalisons, structurons nos filières, investissons, ayons une région stratège qui est capable de mettre dans le tour de table des sous, de l'argent pour participer à la consolidation de ces filières et qui est capable aussi de mobiliser des fonds, de se bouger. Et moi, c'est une des premières choses que je veux faire au mois de juillet quand je serai élue présidente, c'est de réunir le tour de table financier, le boucler pour que Ferropem continue à vivre, pour que Luxfer recrée une nouvelle usine, pour que les Photowatt, eux, continuent à avoir une usine moderne pour faire du photovoltaïque. Et je crois que là, nous avons matière à structurer des filières et à consolider effectivement une croissance verte pour le coup, mais en tout cas une industrie qui produit pour les habitants de la région, avec des habitants qui ont des emplois pérennes. Je pense aussi à l'alimentation, au bois construction. On a vraiment tout pour bien faire dans cette région. Et c'est ça aussi l'essentiel, c'est d'utiliser au mieux nos ressources naturelles pour créer des emplois et transformer ce dont on a besoin ici. Ce sont les 24 heures du climat en ce dimanche 30 mai, 10 heures de direct de Clermont-Ferrand à Lyon en passant par Annecy et Grenoble avec un joli plateau ce matin. On parle de comment engager cette transition écologique à l'échelle régionale. J'aimerais parler d'une question de sensibilisation, de démocratie. On va y venir, mais juste avant, pour terminer ce sujet du conditionnement des aides avec vous, avec toi Bruno et Grégory. Est-ce que ça on peut le faire à l'échelle locale? On sait que la compétence de la ville c'est la subvention aussi aux associations. Est-ce que ce conditionnement économique, j'ai envie de dire, en faveur de la transition écologique est souhaitable? J'imagine que oui. Possible à l'échelle de la ville et possible ensuite à l'échelle de la métropole, et on demandera la même chose à Bruno. Bien sûr qu'il est nécessaire d'abord. Et on y travaille. Alors, la ville, ce ne sont pas seulement des subventions, c'est aussi de la commande publique. On achète beaucoup. Quand on est une ville comme Lyon, eh bien, on commande au quotidien des tas de choses. On a engagé la définition d'un schéma d'achat socialement et écologiquement responsable. Donc on va définir des critères. Là, le travail est engagé. On ne le fait pas seul dans notre coin, on le fait aussi en écoutant les acteurs et les actrices de l'économie. Comme le disait Fabienne à l'instant, on fait avec. Ça, c'est fondamental. Donc on va définir des critères
des critères sur lesquels beaucoup d'entreprises sont déjà engagées, parce que le constat qu'évoquait Fabienne à l'instant, je l'ai déjà fait moi aussi, et je peux te le dire Fabienne, des entreprises ici à Lyon engagées dans la transition, il y en a à l'appel. Elles veulent en fait, elles veulent qu'on leur donne de la visibilité, elles veulent de la direction. Un entrepreneur, une entrepreneuse a d'abord besoin d'un cap. On est en train de le donner, on l'a donné à Lyon, Bruno le donne à la métropole, demain Fabienne tu le donneras. Et puis tout ça c'est en écho à ce que Marie, David et même Delphine évoquaient un peu plus tôt. On a besoin de définir le cap, ça donne de la confiance. On le sait, la confiance c'est fondamental pour un entrepreneur ou une entrepreneuse. Donc en définissant mon schéma d'achat responsable, je leur dis, ben voilà, si vous voulez travailler avec la ville de Lyon, voilà comment il faudra répondre à nos demandes d'achat, à nos demandes d'approvisionnement. Et ça, c'est extrêmement prescriptif. Ça passe auprès de toutes les entreprises, ce discours? L'essentiel des entreprises, aujourd'hui, ont compris qu'il fallait passer à la transition. Et vous savez, c'est souvent d'ailleurs par le biais des salariés que ça se passe. Beaucoup de salariés sont en demande de retrouver du sens, comme tu le disais tout à l'heure, Fabienne, mais aussi comme l'évoquait Delphine. Les gens veulent du sens dans leur travail. Ils veulent pouvoir aller sur leur lieu de travail de manière, j'allais dire, vertueuse. Ils n'ont pas envie de se passer du temps dans leur voiture dans un embouteillage. D'où l'importance d'avoir, c'est ce qu'évoquait un peu plus tôt Bruno, des réseaux de transport en commun qui desservent de manière efficace l'ensemble d'une ville comme Lyon, bien sûr, mais aussi des alentours, et bien évidemment demain d'une région. On a besoin de pistes cyclables, d'un réseau express vélo qui dessert. Vous savez, aujourd'hui, plein de gens, on l'a vu, se sont mis à acheter des vélos électriques pour pouvoir faire non plus les quelques kilomètres, mais parfois d'assez longues distances. Il y a des gens qui font plus de 10-15 kilomètres en vélo électrique pour venir travailler le matin. Ils préfèrent venir en vélo électrique que de prendre leur voiture. Mais pour ça, on a besoin d'avoir effectivement un réseau de pistes cyclables qui desservent bien la région. Donc oui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de salariés sont en demande aujourd'hui d'avoir un nouveau mode de vie, de s'éloigner du consumérisme dont Delphine parlait tout à l'heure. Mais pour ça, il faut qu'on ait une cohérence d'action. Et la cohérence d'action, elle se crée quand les différentes institutions, les acteurs, travaillent ensemble, coopèrent ensemble. C'est pas chacun fait son petit dipou dans son coin. Non, on se définit ensemble des objectifs. Aujourd'hui, ce qui ne va pas à la région, c'est que la région, elle travaille dans son coin. Or, ce qui fait qu'on a une force ici sur Lyon et la métropole, c'est qu'on prend le temps de discuter des projets et on associe les habitants. Tu posais la question tout à l'heure de la sensibilisation. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on embarque? Bon, je vais y venir, Grégory. J'ai plein de choses à dire là-dessus aussi. J'y reviendrai, c'est promis. Juste pour terminer ce chapitre économique, qui est certes un peu technique, mais ô combien important. Bruno, à l'échelle de la métropole, quelle est la compétence plutôt de ce conditionnement des aides au niveau des entreprises? Là, on parlait effectivement de la commande publique. Est-ce que, j'imagine que tu auras le même discours? Voilà, juste pour terminer ce passage sur l'économie. Sur la commande publique, la métropole de Lyon est le premier acheteur du territoire. Donc on travaille un schéma d'achat responsable, comme la ville de Lyon, d'ailleurs, on travaille ensemble, avec les acteurs économiques, parce que c'est très important de définir des règles avec eux pour qu'elles soient évolutives dans le temps. Qu'on commence d'abord à favoriser ceux qui vont dans le bon sens, puis que petit à petit, on oblige quand les filières sont prêtes. C'est des règles, naturellement, d'impact carbone, environnemental, mais aussi de RSE. Nous, on assume de vouloir favoriser les entreprises contre une politique salariale égalitaire entre femmes et hommes. Les entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap. Les entreprises qui travaillent avec nous à l'insertion. On gère le revenu, le RSA, on a besoin de travailler avec les entreprises, et on le fait, pour que prioritairement, ce public éloigné de l'emploi retrouve de l'emploi. On a d'ailleurs également mis en place un revenu de solidarité jeune pour les 18-24 ans qui étaient oubliés dans le système français. Mais on travaille aussi sur la question industrielle. Nous avons 75 000 emplois sur la métropole de Lyon de l'industrie. Et cette industrie, nous voulons la maintenir. Nous voulons la maintenir parce qu'il est important, pour des raisons de carbone, mais aussi stratégiques, d'autonomie, et puis parce qu'on veut, quand on a la vallée de la chimie ici, améliorer les normes environnementales. Et on sait les améliorer ici, on ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. De la même façon, on sait avoir des conditions de travail de bonne qualité dans nos entreprises en France et dans notre industrie qu'on ne sait pas avoir ailleurs. Donc on assume de vouloir garder nos entreprises, notre industrie. Et on veut les accompagner vers la sobriété énergétique. On met en place, par exemple, une filière d'hydrogène vert pour les industriels qui actuellement utilisent de l'hydrogène grise. On vient de lancer un fonds d'amorçage industriel, 80 millions d'euros. C'est la métropole de Lyon qui le finance principalement.
On travaille avec la métropole de Saint-Étienne parce qu'on a des enjeux industriels communs, c'est important de coopérer avec les territoires. Et ce fonds d'amorçage industriel, il va permettre à des jeunes industries qui ont déjà commencé à développer un process qui vont dans le sens de la transition écologique, qui respecte naturellement nos ambitions, d'avoir un coup de main d'argent public avant de pouvoir développer les chaînes de production complètes. Il y a un manque à ce niveau-là et nous allons créer ce fonds d'amorçage au mois de septembre avec notamment la métropole de Saint-Étienne pour répondre à cette demande. Voilà, et on a énormément d'enjeux. Fabienne Grébert parlait de l'isolation des bâtiments, pour naturellement des questions climatiques, économiques, de pouvoir d'achat, mais c'est aussi de l'emploi. Nous avons doublé le budget de rénovation des logements, 74 millions d'euros dans le mandat. C'est à peu près, on estime, à peu près à 200 millions d'euros de travaux par an pour le bâtiment, d'entreprises locales, régionales, et donc de l'emploi local. Delphine Batho, Delphine, on a évoqué rapidement ce sujet tout à l'heure autour de la démocratie, de comment embarquer les gens, puisque effectivement nous sommes des convaincus et on ne parle pas de voter pour un tel ou pour un tel, mais il y a des gens qui ont des problèmes financiers très importants et parfois c'est difficile de les embarquer, c'est difficile de convaincre. J'imagine que vous qui nous regardez aujourd'hui, vous êtes des convaincus forcément. Quelle clé on peut avoir dans le discours ou dans l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aller convaincre un par un nos voisins, nos amis et parfois notre propre famille? Est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre les mots de Camille Etienne du réseau On est prêt, militante 2.0, sur la transition et sur l'urgence écologique, qui disait il faut, à la sortie de cette crise, prendre les gens par la main, leur parler d'amour et leur parler ensuite d'écologie. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire? Est-ce que ça peut être le ton à adopter? Alors d'abord, à l'Assemblée nationale, on s'est bagarré pour des propositions très concrètes en réponse à cette question. On s'est bagarré pour l'éco-conditionnalité de toutes les aides aux entreprises, évidemment, et je voudrais saluer le travail qui est fait par la métropole, par la ville de Lyon, qui est remarquable. Voilà. Et on est fiers du travail qui est fait depuis les élections municipales dans ce territoire. C'est la même bataille au niveau national. On est parti de la réflexion sur la Convention citoyenne. Parce que la Convention citoyenne, elle a montré qu'en fait, tout le monde, quand est porté à sa connaissance la réalité crue, factuelle des informations scientifiques, mais plus personne ne tergiverse en fait. Bon. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment faire ça à très très grande échelle. Et ça passe par toute une série de vecteurs et de moyens. Mais donc on avait des propositions très concrètes pour qu'il y ait, c'est pas un plan d'éducation, mais qu'il y ait effectivement un investissement important de la nation dans l'information qui est une information d'intérêt public, qui est une information, j'allais dire, même un enjeu de sécurité nationale aujourd'hui, de donner à tout le monde les clés pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le deuxième levier, c'est effectivement les émotions, c'est la joie, c'est le plaisir et c'est de relier en fait toutes les transformations très concrètes dont Fabienne parlait à l'amélioration de la vie de tous les jours. Et au plaisir d'être ensemble. Au fait, par exemple, on parlait de rupture avec le consumérisme. Ça veut dire plus de culture, ça veut dire plus d'éducation. Donc c'est vrai que c'est un changement aussi des valeurs de ce qui est important dans la vie. Voilà. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être vivant, c'est de passer du temps avec nos proches, c'est d'avoir une relation avec la nature, d'avoir un travail épanouissant. En fait, on est dans un moment vraiment où il y a une crise de sens. Les élections régionales, c'est le premier vote qui ne va pas être interrompu, lui. Mais c'est le premier rendez-vous, en fait, où les citoyennes et les citoyens peuvent dire, dans le contexte de la pandémie, est-ce qu'en fait, il faut continuer comme avant ou est-ce qu'il faut changer des choses? C'est ça aussi un des enjeux. Pourtant, on s'oriente vers une abstention probablement massive sur ces élections. Je pense que c'est en train d'évoluer un peu, là, avec le contexte aussi, où ça va un peu mieux par rapport à la pandémie, même si on n'est pas tiré d'affaire. Mais nous, on a un enjeu. Là, toutes celles et tous ceux qui nous regardent, c'est que ceux qui sont sensibles aux valeurs de l'écologie se mobilisent pour venir voter, comprennent que c'est une élection qui va se jouer au différentiel d'abstention et donc fassent effectivement la mobilisation générale pour venir voter le 20 juin. Parce que la transparence des institutions, de tout ce qui se passe au niveau des institutions est évidemment primordiale pour sensibiliser l'ensemble de la population. On ne parlera pas ici, ce n'est pas le sujet du système médiatique qui ne favorise pas justement la transmission de ces informations d'intérêt public et de sécurité publique. Quel levier, Marie Toussaint, pour aller sensibiliser un petit peu plus? Et après, je passerai la parole à Grégory qui commence à bouillonner sur le sujet. Quel levier pour mobiliser pour la transition? Vaste sujet.
Vaste sujet, oui, on pourrait répondre plein de choses. Là, comme ça, évidemment, je pense au lobby dont on a parlé à moult reprises et à la nécessité de les mettre dehors des négociations, en premier lieu de ces grandes négociations internationales pour le climat où ils sont assis à la table des financeurs avec des beaux logos partout. Voilà, bon. Il y a des tas de choses. Je reviendrai sur la mobilisation citoyenne au sens large, mais je crois qu'on a aussi un devoir d'aller chercher toutes celles et tous ceux qui ne se reconnaissent pas encore dans l'écologie. Et il y a notamment une idée assez répandue et très construite, très construite, qui est l'idée que l'écologie, plutôt l'environnement, serait opposé à la condition sociale et à l'amélioration de la condition sociale. Et moi, en fait, d'abord, j'entends dans la voix de celles et ceux qui sont assis à ma gauche qu'il y a une volonté sur ce territoire de mener des deux fronts, enfin de mener ensemble ce combat pour la justice sociale et l'écologie et la démocratie. Mais au-delà de ça, vous avez dans l'histoire française une histoire, une expérience de vie qui est profondément ancrée dans les questions de justice environnementale. Je m'explique. Juste à côté d'ici, à Pierre-Bénite, dans les années 70, il y a eu une pollution majeure avec de l'acroléine qui a détruit 367 tonnes de poissons, en tout cas selon les estimations de l'époque. C'est énorme. Je ne sais pas si on peut appeler ça un écocide, dont on se bat pour la reconnaissance, mais en tout cas, c'était une vraie pollution majeure. Et il y avait un conflit social entre les ouvriers et leurs usines. Et les mobilisations des ouvriers parlaient, en parlant de cette pollution de l'usine PCUK, de violences environnementales. Et ça a été l'une des premières fois que ce terme a été utilisé en France, qui montre bien que ce sont ceux et celles qui sont en bas de l'échelle sociale, ceux et celles qui sont employés notamment dans les usines qui produisent avec des procédés très polluants, qui sont les premiers touchés par ces catastrophes environnementales et par le fait qu'on passe notre temps à se prendre pour Dieu et à penser qu'on peut maîtriser la nature et qu'on pourra réparer avec des solutions magiques tous les dégâts qu'on aura créés. Mais dans la vallée de la chimie, il y a eu aussi des grandes mobilisations ouvrières et syndicales qui étaient un véritable ouvriérisme écologique. Et donc ça, on en a eu plein. Et notamment dans ce qui a été porté dans les années 70. Malheureusement, ça a été balayé par les dirigeants politiques successifs au niveau national. Cet ouvriérisme écologique qui disait qu'on avait besoin de conditions de travail et de conditions sanitaires de travail qui étaient bonnes, pour les ouvrières et les ouvriers, mais aussi pour les riveraines et les riverains, et qu'on devait inventer des modèles de gouvernance économique qui tiennent compte de l'ensemble de ces parties prenantes, c'est-à-dire à la fois les ouvrières et les ouvriers, les riveraines et les riverains, et le vivant, qui viendrait intervenir aussi dans la décision de l'entreprise et dans les décisions économiques qui régissent le territoire. Je crois que fort de cette histoire-là, en Rhône-Alpes, il y a une possibilité, et c'est ce que j'entends dans les mots à la fois de Fabienne, de Grégory et de Bernard, de Grégory et de Bruno, excuse-moi, de lancer et de transformer cette économie pour respecter l'ensemble de ces dimensions et de montrer que en France, il y a près de 15 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. C'est bien une question environnementale et donc la question environnementale est profondément une question sociale et c'est ce à quoi nous nous attelons en tant qu'écologistes. Maintenant, sur la mobilisation sociale, l'idée, c'est aussi ça. Comment est-ce qu'on sort de nos cercles pour aller rechercher ces histoires-là de chacune et de chacun? Je vous ai parlé de l'histoire ouvrière, mais on voit aussi de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui s'engagent à ne pas aller travailler pour des entreprises pollueuses. Eh bien, en Rhône-Alpes, ils et elles pourront trouver un avenir meilleur en termes d'emploi, aussi bien qu'en termes d'environnement et d'évolution. Et puis, il faut continuer à aller chercher tout le monde. Moi, je crois, en tout cas, toutes les mobilisations que j'ai vues, c'est celle-là, avec un mot d'ordre. On n'est jamais trop petit pour changer le monde. Ça, c'est Greta Thunberg qui le dit. Chacun et chacune, dans notre vie quotidienne, on peut faire des gestes qui peuvent permettre de faire avancer, de protéger la planète en tant que telle. On sait que ce qu'il faut, c'est changer de modèle, mais du coup, d'entraîner, pas seulement son changement à soi, mais d'entraîner des changements parce qu'ils seront collectifs, auront un véritable effet d'entraînement. Voilà. Et donc, j'appuie ce que disait Delphine. L'un de ces petits gestes qui peuvent permettre d'entraîner un vrai changement collectif, c'est le 20 juin d'aller voter pour les élections régionales et pour la liste des écologistes portée par Fabienne Grébert. Grégory, sur cette mobilisation, une mobilisation qui, effectivement, en vue des régionales, des prochains scrutins, même des présidentielles qui arrivent à grands pas, sortie du scrutin régional départemental, ce sera en quelque sorte le coup d'envoi de l'élection présidentielle aux très grands enjeux sur la transition écologique et même sur les questions démocratiques, etc. Comment on facilite, comment on embarque tous ces gens dans attention, ça concerne aussi nos vies, quoi. Alors Guillaume, tu parlais de sensibilisation. En fait, beaucoup de gens sont déjà convaincus.
Ce qui me gêne parfois dans cette idée même de sensibilisation, c'est comme si les choses devaient se jouer de haut en bas, dans une approche où il faudrait donner la bonne parole, il faudrait dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire. C'était pas mon propos, mais j'entends. Mais quand on parle de sensibilisation, il y a un peu cette petite musique-là. Comme si, finalement, dans ce pays qu'est la France, voilà, très centralisateur, c'est le grand chef qui doit nous dire ce qu'on doit manger demain matin, si on peut sortir de chez soi, comment il faut se déplacer, etc. Mais en fait, les gens le savent. Parce que, depuis que, fort heureusement, certains médias aussi, les médias ne sont pas que tous à mettre dans le... Enfin, à considérer comme des opposants. Des médias mainstream qui appartiennent à des grands groupes privés et qui n'ont aucun intérêt à participer à une sensibilisation collective. Mais certains d'entre eux, fort heureusement, nous parlent aussi des dégâts sur la planète. Nous parlent des écocides que Marie évoquait un peu plus tôt, qui ont pu avoir lieu en France ou ailleurs. Donc, beaucoup de gens veulent changer. Il faut partir de cette volonté. Moi, quand j'interroge les familles, les parents et même les enfants sur ce qu'ils veulent pour leur école, autour de leur école, que demandent-ils? Ils demandent qu'on plante des arbres dans la cour de récréation. Ils veulent qu'on végétalise autour de l'école, qu'on sécurise, qu'on mette des jeux pour enfants, pas des trucs très compliqués, des trucs simples dans la ville pour que les enfants puissent finalement se déplacer et jouer, trouver dans une ville des terrains d'aventure. Parce que ce que l'on veut dans une ville, c'est de la joie, c'est du bien-être. C'est ça que les gens veulent. Partons de ça. C'est ça notre force à nous les écologistes. C'est qu'en fait, ce que l'on propose, notre projet politique, il est aligné avec les aspirations de la population. Mais on est abreuvé à longueur de journée par d'autres médias, bien sûr, d'autres messages. C'est ça qui nous pollue. Si on multiplie, et je sais que c'est ce que Fabienne veut faire aussi sur la région, comme on le fait au niveau de la métropole, et bien sûr à la ville de Lyon et dans toutes les villes qui sont aujourd'hui gérées par des écologistes, eh bien, on associe les gens à la décision. On leur pose la question. Qu'est-ce que vous voulez faire sur ce petit bout de territoire-là, sur lequel on a un projet? Vous savez, moi, c'est ce qu'on a commencé à faire sur des grands projets d'aménagement, ici, à La Part-Dieu. Quand on écoute les gens, ils veulent quoi? Ils ne veulent pas des grandes tours. Ils veulent au contraire un urbanisme, on va dire, à taille humaine. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des espaces publics. Ils veulent des espaces publics végétalisés. Eh bien, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons déjà commencé à faire. Donc, être à l'écoute, mettre en place les bons moyens, les conventions citoyennes pour le climat à l'échelle de la région, c'est très bien. Mais la concertation, la coproduction de tous les projets, c'est ce qu'on fait déjà au quotidien. Ça prend du temps. Et ce n'est pas dans les habitudes des politiques. Parce qu'ils considèrent que parce qu'ils ont été élus, pour beaucoup d'entre eux, ben voilà, ils sont des représentants de la population, donc ils sont là pour décider. Mais non, non. On ne nous a pas donné un blanc-seing, on nous a donné la responsabilité d'organiser la réflexion. Et moi, je veux pouvoir construire ma ville avec les habitants de cette ville et les habitantes. Ça, c'est fondamental. Et là, pas besoin de grandes campagnes ou de grands panneaux, quelle que soit la couleur à l'entrée des villes, n'est-ce pas, pour pouvoir convaincre. Non, parce que les gens en ont envie de cette transition écologique. Donc partons de cette énergie qui est là, sachons la canaliser, et surtout, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été rappelé par Marie à l'instant, sachons la mobiliser pour les prochaines élections. Parce que si on ne va pas voter, attention, d'autres voteront pour nous. C'est ça qui est important. Et là, on a un énorme enjeu. L'urgence climatique, elle est là, on est déjà dedans. Donc le besoin d'agir, il est immédiat. Si on laisse à d'autres le soin de prendre des décisions en notre nom, eh bien on voit ce que ça donne. Ça ira contre notre intérêt collectif, mais aussi nos intérêts particuliers. On a besoin aujourd'hui d'avoir une région écologiste et sur laquelle, à la métropole et dans toutes les grandes villes aujourd'hui, pas simplement dans les grandes villes qui sont aux mains des écologistes, parce qu'on parle, vous savez, entre maires aussi de la région, et ce dont on a envie, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une région forte avec laquelle on est capable de travailler dans la coopération, avec une vision partagée et à l'écoute des habitants. Ça, c'est de la justice sociale, c'est de la démocratie vivante, impliquante, et bien sûr, c'est de la transition écologique.
Sur cette sensibilisation, Fabienne, et quand je parle de sensibilisation, Grégory, je parle d'une sensibilisation collective de pair à pair, pas de haut en bas, mais je le disais tout à l'heure, nos voisins, nos familles, de gens qui pourraient être un petit peu plus convaincus. Sinon, en 2022, c'est sûr et certain qu'on a un président écolo et Fabienne demain est à la région. Mais il faut encore mobiliser et mobiliser pour aller voter parce que les clés, effectivement, c'est les gens qui l'ont. Et nous sommes chargés, moi en tant qu'élu également, beaucoup plus petit que toi évidemment en tant qu'adjoint à Annecy, on est chargé d'organiser et pas d'imposer évidemment. Fabienne, c'est juste derrière toi la Convention citoyenne pour la transition écologique. Factuellement, comment elle s'organise cette convention pour la transition ici dans la région demain si tu es présidente? Bon. D'abord, elle va s'organiser en tirant le meilleur parti des expériences qui ont déjà été engagées. Il y a déjà eu une convention citoyenne au plan national qui était censée être sans filtre. Ben, ça va être difficile, effectivement, aujourd'hui, de se dire « Ah, c'est quoi le sans filtre ?» Bien, là, il faut effectivement une convention sans filtre. C'est vrai que ça fait mal. Pardonne-moi, Fabienne. Effectivement, ça fait mal d'avoir un président regardé, écouté parce qu'il est président, de dire qu'il va reprendre sans filtre et qu'il ne le reprend pas, et nous de dire à la région, mais c'est promis, cette fois ce sera sans filtre. Bon. Ça fait mal à la crédibilité quand même. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors là, je n'ai pas de solution magique pour que les citoyens nous programme. Mais le programme, voilà. Il y a quand même une chose qui me semble importante, donc pour revenir sur ce que tu disais sur la Convention, c'est effectivement de tirer au sort et de considérer que tout le monde a sa place dans les politiques publiques. C'est fondamental. Je crois là qu'on a une fenêtre de tir, d'ouverture pour impliquer tous les gens qui sont concernés dans les politiques publiques. Et c'est ça qui va permettre de retourner aux urnes, de donner envie à nos électeurs de retourner aux urnes. C'est si on fait des politiques publiques, qui les concerne, parce que moi je veux bien qu'on soit la première région en tout, en attractivité, qu'on soit la Silicon Valley de l'Europe, etc. Mais au fond, ça change quoi pour la vie des gens? Et c'est ça dont nous avons besoin, c'est de construire avec les habitants et les habitantes de cette région les politiques qui répondent à leurs besoins essentiels. Se nourrir, s'éduquer, se former, avoir un travail, se loger, se distraire, se cultiver, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Donc la Convention citoyenne, c'est à la fois une démarche qui va se dérouler dès le mois de septembre avec du soutien, de gens qui savent faire, d'organisations, d'associations, de la Commission nationale du débat public, des gens qui se sont impliqués sur la Convention citoyenne. Il y a un savoir-faire qui existe. Puis moi, je souhaite que ces citoyens, ces dirigeants d'entreprises, ces associations qui seront associés à cette convention, ils restent avec nous tout au long de ce mandat. Parce qu'il y a un engagement de transparence, c'est de se dire, OK, on a construit des choses ensemble, mais est-ce que ça marche aujourd'hui? Comment on réajuste? Comment on évalue? Est-ce qu'on évalue uniquement comme on le fait aujourd'hui sur combien ça coûte? Ah, ça coûte trop cher, il faut serrer la vis. Ça n'a pas beaucoup de sens de le faire, on le voit bien. Par contre, qu'est-ce que ça crée comme valeur, ici et maintenant? Qu'est-ce que ça crée comme emploi? En quoi ça contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Tiens, c'est des politiques à s'alimenter bio, local, avec des protéines végétales, par exemple, dans les cantines. Eh bien, ça permet peut-être d'avoir d'autres habitudes alimentaires, de réduire l'obésité, d'être en meilleure santé. C'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on rende visibles. Et c'est grâce à cette transparence aujourd'hui et cette capacité d'ajuster ce qui marche, ce qui ne marche pas, ça nécessite du courage politique. Ça, je crois qu'il en faut. David, à l'échelle européenne, il est parfois, j'imagine, difficile d'avoir cette complémentarité avec des territoires qui ne vont pas dans le même sens, qui résistent à l'ancien monde et au changement de modèle de société dont Delphine parlait tout à l'heure. Demain, nous sommes à la région, Fabienne est présidente. À l'échelle européenne, comment factuellement, comment on peut expliquer, et là j'insiste sur la pédagogie de réponse, quelle complémentarité entre le Parlement européen, vous, député européen écolo, et Fabienne Grébert, présidente écolo de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Ça, c'est toujours une question à laquelle les réponses sont frustrantes, parce que l'Union européenne a ses qualités. Moi, je suis un fervent fédéraliste européen. Elle a aussi ses limites sur, comment dire, la charge bureaucratique, pour ne pas dire technocratique, de ses fonctionnements. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Par contre, quand même, au niveau européen, il y a l'essentiel du budget dont je parlais tout à l'heure, c'est la PAC, la politique agricole commune. Vous savez, mais Marie en a parlé tout à l'heure, qu'il y a un très gros conflit aujourd'hui
y compris qui se traduit par des actions plutôt brutales, hein, pour ne pas dire autre chose, de la part des forces de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de paysans et de paysannes, notamment celles et ceux qui avancent vers l'agriculture biologique, qui disent « mais nous, les aides européennes disponibles, qui sont, je le redis, la plus grosse partie du budget européen, ne nous aident pas à faire la transition écologique de l'agriculture ». Ce qui est fou. Aujourd'hui, pour dire les choses de façon à peine caricaturale, on subventionne avec de l'argent public des conduites non vertueuses, sinon polluantes, pour l'agriculture. On finance avec de l'argent public la disparition des agricultrices et des agriculteurs. Le modèle agricole tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, c'est une agriculture sans paysans. C'est ça leur projet final. Et donc là, il y a quand même un impact à faire. Quand on a des partenaires locaux, il y a un impact pour dire cet argent de la PAC, en tout cas une partie, ce serait compliqué d'expliquer parce qu'il y a plusieurs piliers, cette partie de l'argent, nous, on l'utilise pour vraiment créer de l'activité dans l'agriculture et que ce soit une agriculture qui soit gagnante pour tout le monde, pour les paysans, pour les consommateurs, pour nos circuits économiques, etc., etc., etc. Il y a un deuxième truc qui est les politiques régionales. Il y a une partie du budget européen pour le développement des régions. Alors bien sûr celles qui ont des handicaps, mais pour toutes en général. Et ça, c'est important. Et le dernier point là-dessus, c'est qu'avec un collègue vert allemand qui s'appelle Rasmus Andresen, on a déposé un projet pilote pour qu'il y ait un guichet direct pour les collectivités locales, pour aller voir à quoi j'ai droit, qu'est-ce qui existe comme financement qui dépend de l'Union européenne par rapport à mon projet. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne trouve pas la clé. Les trucs existent, des demandes existent, mais le lien entre les deux est extrêmement compliqué. Donc là, il y a un projet pilote qu'on va lancer pour favoriser cette affaire-là, ce qui est fondamental, parce qu'il y a le budget européen dont je parle, mais il y a un autre truc qui s'appelle la Banque européenne d'investissement, à ne pas confondre avec la Banque centrale européenne, qui est tout autre chose. La Banque européenne d'investissement, c'est la première banque publique d'investissement du monde. C'est des dizaines de milliards d'euros par an pour aider à des projets pilotes. Et le fait est que pour la commission budget, je suis rapporteur du bilan de cette Banque européenne d'investissement, et ils ont plutôt fait un bon boulot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de la Banque européenne du climat. Donc eux, évidemment, la Banque européenne d'investissement, ils disent « oui, ça va être nous, ça va être nous, ça va être nous ». On leur dit « ah oui, Coco, mais si c'est vous, il y a des conditions ». Et donc on arrive à bouger sur les pourcentages d'argent qu'ils mettent sur des projets de développement local, sur des budgets écolos, enfin d'économie écolo, c'est de l'aide économique, hein, la PUI. Et donc là, on a quand même des leviers qui existent pour être ce que disait Fabienne tout à l'heure. Pour l'aide publique à l'économie, ça ne doit pas servir à dépenser de l'argent public pour de l'économie qui marche toute seule. Ça doit être sur la base de critères. On doit intervenir là où l'eau n'arrive pas à arroser. Et donc quand on veut transformer l'économie, il faut amorcer la pompe. Et ça se fait avec de l'investissement, ça se fait avec de l'aide comme la Banque européenne, et ça se fait aussi, nos amis élus locaux y ont pensé, c'est normal, sur comment on fait de l'achat public. L'achat public, pardon, je vais redonner un chiffre, c'est 16% du produit intérieur brut de l'Union. Donc nous, on n'aime pas le PIB parce que c'est pas un bon critère, mais 16% de l'économie européenne, c'est de l'achat public. Quand vous orientez les règles de l'achat public pour amorcer la pompe d'une économie plus innovante, ça a un effet levier, ce qu'on appelle un effet levier, c'est un effet qui développe tout le reste. Donc ça, l'Union européenne, elle est prescriptive aussi sur les règles de marché public. Et donc nous, on dit à l'Europe, il faut arrêter d'avoir des règles de marché public qu'encouragent uniquement la libre concurrence. Il faut des critères écolos, il faut des critères sociaux, il faut des critères de proximité géographique quand on fait des achats publics, notamment pour les collectivités locales. Il ne faut pas les empêcher de choisir les mieux-disants environnementaux, territoriaux, tout ça. Donc, de manière directe et indirecte, oui, l'Union européenne, elle a une capacité, une possibilité déjà aujourd'hui qu'on essaye d'améliorer, y compris pour la suite. À l'Assemblée nationale, Delphine, députée depuis deux mandats, quel est le discours des députés macronistes? Est-ce que c'est de la mauvaise volonté, de l'inconscience? Quelle est l'ambiance générale sur les collègues de la majorité avec qui tu peux discuter, même si j'imagine que tu ne passes pas toutes tes soirées avec les députés macronistes? Non, c'est clair. C'est principalement ce que je disais tout à l'heure sur le déni de l'urgence. Il y a un vrai déni de l'urgence. Oui, et d'être prisonnier d'une vision du monde qui est celle du siècle dernier. Donc
Par exemple, ça se voit en particulier sur des débats comme ceux sur les liaisons aériennes inutiles ou par exemple sur l'artificialisation des sols et le fait d'autoriser ou pas la construction partout de giga-entrepôts de Amazon. On parlait des GAFA tout à l'heure. Comme si en fait on pouvait... le schéma en fait qu'ils défendent, c'est la logique du « faut polluer un peu moins vite ». C'est pas fondamentalement, en fait, voilà, il y a un budget carbone à ne pas dépasser, il y a un effondrement de la biodiversité dont on ne parle pas assez, et donc, en fait, on ne peut pas continuer comme avant, on doit faire autrement. Voilà, c'est principalement une idée fausse, je pense, qui part d'une erreur d'interprétation du mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé en effet sur la taxe carbone, mais quand on regarde tout ce qu'avaient dit les Françaises et les Françaises dans le débat national qui avait suivi et ce qu'ils disaient aussi sur les ronds-points, c'était pas contre l'écologie, c'était justement d'en finir avec un modèle où les villes c'était l'étalement urbain, c'était les centres commerciaux dehors, c'était les ronds-points, c'était dépendre de la bagnole pour tout, voilà, de sortir de ce schéma-là. Et donc il y a une interprétation erronée et qui se traduit ensuite dans le fait que quand la Convention citoyenne, dont ils espéraient qu'elle n'allait pas proposer grand-chose, fait des propositions sérieuses, étayées, rédigées, à portée de main. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire là, c'est quand même que les solutions existent, que ce n'est pas impossible de réduire de 55%, même de 60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, qu'on a des acteurs économiques qui sont dans l'attente d'une vision claire, d'un cap, des leviers d'aide pour le faire, mais que c'est pas un horizon dans lequel on n'aurait pas les solutions, on ne saurait pas quoi faire. C'est pas ça la situation dans laquelle on est. Fabienne, à l'échelle régionale, si demain nous gagnons et tu es présidente, on parle dans le programme de prendre exemple sur Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapides? Moi, je veux bien, toi, si tu as quelques mots, Delphine. Vas-y, Delphine, je te laisse la parole. C'est une étape qui était nécessaire. Acclimatera, donc c'est un vrai travail scientifique avec notamment Hervé Le Treut. On a l'équivalent avec aussi Ecobios sur la partie biodiversité, c'est-à-dire d'avoir un vrai conseil scientifique régional qui, ce qui a été développé tout à l'heure, donne l'entièreté des données sur les impacts du changement climatique, pareil sur la biodiversité. D'ailleurs, un des promoteurs du travail sur la biodiversité, le chercheur Vincent Bretagnol, il est candidat sur la liste écologiste aujourd'hui en Deux-Sèvres aux élections régionales. C'est une étape indispensable, ce travail scientifique, nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire que la réponse ensuite en termes de politique publique à cette information scientifique précise, ça ne peut pas être simplement d'énoncer des objectifs à l'horizon 2040-2050. Ça doit avoir des conséquences. Et dans la région dont je suis élue, c'est une étape, c'est un progrès. Et c'est effectivement remarquable à l'échelle nationale, mais on reste encore dans une logique dans laquelle il y avait la politique environnementale d'un côté et la politique industrielle, la politique économique, la politique des infrastructures de l'autre. Et aujourd'hui, la question centrale, c'est celle de la cohérence du tout. Et puis on disait tout à l'heure, Fabienne, des entreprises se mobilisent, des associations, des collectivités, des groupements de citoyens, bref, on est prêt, pour reprendre l'idée du collectif sur les réseaux sociaux, on est prêt à avoir ces solutions et à les mettre en œuvre parce qu'elles sont souhaitables, mais surtout possibles. Oui. Pour rebondir sur ce que disait Delphine, je pense qu'effectivement, on doit aujourd'hui s'appuyer sur les scientifiques. Et on a besoin de faire travailler ensemble, beaucoup plus précisément, politique et scientifique. Et ça va donner de la crédibilité au combat qu'on mène. Mais je crois là, et je suis très fière d'être à vos côtés aujourd'hui, vraiment, et que vous soyez là, parce que ce que ça montre, c'est toute la chaîne de coopération qu'on peut mettre en œuvre entre nous, entre les uns et les autres, avec David et Marie au plan européen, notamment sur le financement. Moi, je vais avoir besoin de Delphine pour qu'on ait des droits à l'expérimentation ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense par exemple à des droits à l'expérimentation sur des prêts de sobriété, de rénovation thermique, notamment à l'échelle des copropriétés, pour désengager des particuliers qui n'auraient pas les moyens d'investir, mais le faire quand même. Je vais avoir besoin de Bruno pour qu'on travaille sur le plan des transports. Je vais avoir besoin de Greg pour qu'on travaille sur la culture, qu'on travaille aussi sur l'alimentation.
tous ces sujets-là sont fondamentaux. Et c'est cette chaîne de coopération qu'on doit mener entre nous qui donnera un effet multiplicateur et qui fera que la région sera au rendez-vous et que l'écologie, c'est possible ici et maintenant. Grégory, les élections, donc le scrutin est prévu pour le 20 et 27 juin, un scrutin qui a été déplacé, une campagne compliquée parce que confinement, parce que crise sanitaire. Est-ce que là, on n'est pas clairement dans un bon moment où on sort de crise? On se baladait hier soir dans les rues de Lyon avec Fabienne, il y avait de la joie, de l'envie. Est-ce que là, finalement, on n'est pas un petit moment, voire un grand moment crucial pour enfin basculer? Fabienne l'a dit, nous sommes prêts. Les attentes dans la population sont gigantesques. L'enthousiasme revient à la faveur à la fois, on va dire, de la liberté que l'on retrouve, peut-être aussi un petit peu des beaux jours. Enfin, en tout cas, je crois qu'on est dans un bon moment aussi pour retrouver de l'espoir. La vitalité, c'est vrai, tu l'as dit Guillaume, elle est en train de revenir dans la ville et moi je m'en réjouis en tant que maire, bien évidemment. Maintenant, il va falloir concrétiser parce que il va falloir qu'on continue à montrer d'ici au 20 juin que l'écologie, c'est du concret. Je voulais, si tu me le permets, juste donner un dernier exemple sur lequel on va travailler ensemble, Fabienne, j'en suis sûr. Moi, dans ma ville, je vais construire des crèches. J'ai besoin de professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, la région n'en forme pas assez. Parce que la région, Fabienne, tu l'as dit tout à l'heure, a considéré que la formation professionnelle, ce n'était pas une priorité. Mais moi, j'en ai besoin, pas simplement parce que je viens d'être papa, mais tout simplement parce qu'il y a un énorme besoin dans toute cette ville d'avoir des professionnels de la petite enfance pour que demain, on ait des crèches municipales, associatives, avec des professionnels formés. L'écologie, c'est aussi ça, c'est ancré dans le réel, ancré dans le quotidien. Et donc le 20 et le 27, eh bien, voter écolo, c'est aussi donner des réponses très concrètes aux attentes des habitantes et des habitants, bien évidemment, de Lyon, mais de toute la région. Le 20 et le 27. Si on se déplace au premier tour, autant aller au deuxième aussi. Il faut aller voter aussi au deuxième tour pour Fabienne Grébert, bien sûr. Jeune papa depuis combien de temps, Grégory? 5 semaines. Ça se voit pas trop au niveau des yeux. Non, mais ça s'améliore de nuit en nuit. Quelle chance, je n'ai pas la même chance. Delphine, en un mot, et je vais finir par ce tour de table. Le programme d'ici le 20 et 27 juin, donc ces 2 jours de scrutin, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tour de France des régions? Non, mais mobilisation générale. Voilà. Là, en tant que député, clairement, tu fais le tour des régions pour aller voir les différentes listes, aller apporter du soutien? Oui, mais c'est d'abord les équipes, des têtes de liste, des candidates et des candidats dans tous les départements qui font la campagne. Ceux qui viennent soutenir, dont je fais partie, voilà, on apporte des encouragements, mais c'est vraiment la campagne régionale. Elle a une dimension collective, elle a une dimension territoriale qui est formidable, qui est passionnante. Voilà, là vraiment l'enjeu, à partir de ce lundi, l'ouverture de la campagne officielle, nous on sait qu'on a beaucoup d'électrices et d'électeurs qui se déterminent au dernier moment. Voilà, donc l'effort de mobilisation à produire dans les jours et les 3 dernières semaines qui restent, c'est de s'adresser à eux pour les motiver, pour venir voter, parce que c'est important pour la vie de tous les jours. Le programme de ce mois de juin, et aussi parce qu'on croit à la transformation écologique de la France par en bas, par les territoires. Voilà. Il n'y aura pas de conquête à l'échelle nationale qui ne vienne pas en profondeur de la société et des territoires. Donc à l'échelle des territoires, effectivement. David, pour toi, le programme de ce mois de juin? Ouais, un peu le même truc, c'est-à-dire que là, on est mobilisé. Alors, on a quand même encore pas mal d'affaires à Bruxelles et à Strasbourg, parce que là, on va retourner à Strasbourg. Ça faisait 1 an qu'on n'y était pas allé. C'est un sujet important aussi, le fait d'avoir ce Parlement européen, j'en dis un mot, à Strasbourg, parce que c'est aussi une vision, comment dire, qui respecte l'ensemble des territoires. Je vous parlais tout à l'heure de technocratie. C'est parfois la même chose en France, avec le côté un peu jacobin. Je rebondis sur le sujet des régionales. Je pense qu'on est dans un moment politique girondin, dans le sens où les gens ont envie de reprendre la main, reprendre le contrôle sur leur vie, et ça se fait à échelle humaine. Et les élections régionales, départementales, on en parle moins, mais régionales et départementales, c'est le bon échelon pour reprendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Et on est dans un moment politique où c'est très important de faire ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a des tentations morbides, un peu sombres, de nous replier les uns pour les autres. Or, il faut faire ensemble. Et faire de l'écologie, porter
ce projet écolo au niveau régional, c'est fondamental. On parle beaucoup de 2022. Moi, je suis très intéressé par 2021 et ce qui va se passer au niveau régional. Et pour conclure, oui, je fais la tournée un peu des copines et des copains en région pour donner un coup de main, mais Delphine a raison de dire que c'est au niveau local que ça se fait. Les écolos, notre projet, c'est 3 mots. C'est réparer ce qui peut être encore réparé, c'est protéger dans cette transformation de la société qu'on veut faire, notamment les plus fragiles, et c'est préparer la suite. Réparer, protéger, préparer. C'est ça qu'on est prêt à faire, qu'on fait au niveau local dans les mairies, qu'on fait au niveau européen, qu'il faut faire à tous les échelons pour que nous ayons un avenir désirable, parce que l'écologie est une fête. Et vous parliez tout à l'heure des terrasses et tout ça, je crois que c'est un message qu'il faut faire passer également. L'écologie, c'est le temps du convivialisme, le temps de la convivialité. C'est se réattacher à ce qui est vraiment important, c'est avoir une économie qui reprend sens avec le sens terrestre du terme, avec cette économie mondialisée, complètement folle. Donc c'est ça qu'il faut faire maintenant, et c'est ça qu'il faut faire au niveau régional. Et puis la démonstration de cette jovialité écolo, c'est aussi cette journée, 24 heures du climat, 10 heures de direct, 4 plateaux. Et puis dans un instant, on va sillonner les 4 coins de la région avec une énorme Vélorussion qui se trouve en ce moment sur la Via Rona. On va y revenir. Juste un mot, Marie, sur ma question, parce que David n'a pas vraiment répondu à ma question, mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas. Le programme pour le mois de juin. Oui, non, mais pareil que mes collègues, aller soutenir les candidates et les candidats écologistes qui mènent campagne partout sur le territoire. Il y a les régionales, il y a aussi les élections cantonales, départementales, qui sont absolument nécessaires. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mobiliser en soutien justement à celles et ceux qui font campagne? Bien, on l'a vu aujourd'hui, on ne l'a pas abordé. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation absolue pour les collectivités de s'inscrire sur une démarche qui respecte l'accord de Paris. Il n'y a pas ces obligations-là. Les obligations qui existent au niveau étatique, les lois, elles sont fouillies, on n'y comprend rien. Il y a le schéma par-ci, le plan par-là. Voilà. Donc, on a besoin, et pas seulement parce qu'une grande partie de l'action pour le climat se passe au niveau local, mais aussi pour pouvoir garantir l'atteinte des objectifs nationaux, européens et mondiaux, de collectivités qui y vont à plein tube dans la transition écologique. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de ça, et peut-être de manière un peu plus solennelle, on va aller sur le terrain, on va continuer à se battre au niveau européen. Il y a plusieurs projets qui vont être mis sur la table du Parlement européen. La validation définitive ou l'invalidation, on verra, de cette loi climat bien trop insuffisante européenne. La stratégie biodiversité telle que proposée par le Parlement européen avec beaucoup d'avancées dedans. Donc on va se battre. Les négociations sur la PAC qui sont aujourd'hui à l'arrêt, qui vont reprendre et qui sont absolument essentielles, David l'a souligné. Et puis pour ma part, essayer de travailler pour que quand on dessine et qu'on désigne et qu'on décide des infrastructures énergétiques européennes, on ne choisisse pas encore et toujours de proposer au secteur gazier de décider où va l'argent du contribuable, ce qui est déjà problématique, mais par ailleurs pour faire des énormes gazoducs comme Nord Stream, j'ai un trou, le gazoduc dans l'Arctique, bon, et puis des tas d'autres, mais qu'on aille financer justement les propositions de financement d'infrastructures au niveau territorial. Voilà, ça c'est une grande bagarre, à la fois écologique et démocratique, et puis aussi sociale, qu'on va continuer à mener. Juste, on a un moment charnière. Cette crise, elle a à la fois mobilisé des forces imaginatrices pour aller dans une société différente, mais aussi elle a donné du grain à moudre à celles et ceux qui veulent continuer l'économie d'avant. Et donc, on a vraiment besoin, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, de se mobiliser, de pas laisser M. Wauquiez repasser à la tête de la région. Je crois que c'est absolument essentiel. La décennie qui vient, elle est fondamentale si on veut réussir à protéger le climat et ses habitantes et ses habitants. Et donc, il faut y aller. Il ne faut pas lésiner sur les moyens, sur les efforts. Il faut y aller. On le voit, ils reprennent la main, ils reprennent de l'énergie. Et donc, nous, on a besoin aussi de reprendre de l'énergie. Et ça, c'est grâce aux auditrices, aux auditeurs qui vont encore faire campagne. Bruno Bernard, je laisse tomber ma question parce que personne n'y répond, mais c'est tout de même très intéressant de souligner. J'ai envie de dire, mot de conclusion, une minute et je te laisse la main. Moi, je vais répondre. Au mois de juin, je vais continuer à assumer le rôle de président de la métropole avec une équipe, beaucoup d'écologistes, je ne l'ai pas dit, mais c'est des équipes renouvelées, féminisées, qui pratiquent le non-cumul. Et puis, on travaille avec les socialistes, les communistes, les insoumis. J'ai cité un certain nombre de noms politiques, mais j'aurais pu parler d'urbanisme, avec la non-artificialisation des sols, la désimperméabilisation d'habitat, avec l'encadrement des loyers, la construction de plus de logements sociaux, d'environnement, ou avec un plan pour préserver la biodiversité, la préservation de la ressource en eau, le retour en régie publique de l'eau, la réduction des déchets. Donc beaucoup de choses. La transition écologique dans la justice sociale, nous la faisons depuis près d'1 an. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi possible
avec Fabienne Grapper et les écologistes en votant les 20 et 27 juin. Grégory, en poste depuis un an, élu depuis un an, mais finalement le combat ne fait que commencer. 1 minute en guise de conclusion, Grégory. Oui, et je me réjouis que la nouvelle présidente de la région nous permettra d'aller plus loin, parce qu'on a besoin de cet alignement dont Fabienne a parlé tout à l'heure. Tu évoquais notamment la question de l'alimentation. Vous savez, l'alimentation, ce n'est pas une prérogative à la base de la ville, mais j'ai souhaité avoir un adjoint dédié à ce sujet-là, parce que c'est fondamental. C'est une de nos priorités de notre vie au quotidien. Donc on a besoin d'avoir effectivement des agriculteurs soutenus au niveau de la région pour que dans les cantines scolaires, mais aussi dans toute la restauration collective, dans nos achats aussi que l'on fait à la ville de produits alimentaires, eh bien, on soit sur de l'agriculture biologique, sur des produits locaux, parce qu'on a des magnifiques terroirs dans cette région. Je sais que tu veux les soutenir, Fabienne. Moi, je veux aussi leur donner, exploiter toute cette richesse que l'on a avec nos terroirs. Eh bien, demain, grâce à Fabienne, parce qu'on aura voté le 20 et le 27 juin pour cette très très belle liste écologiste, eh bien, nous pourrons le faire, nous pourrons aller plus loin, plus vite et répondre aux enjeux du XXIe siècle maintenant. Décidément, Fabienne, bien entourée pour aller à la conquête de la région en vue des scrutins du 20 et 27 juin prochain. Ah oui, vraiment, vraiment, je vous remercie à toutes et tous de vos soutiens. Puis je vous remercie aussi à vous qui nous écoutez partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne fête à toutes les mamans. Et puis, vous le voyez, l'écologie, c'est à la fois sécurisant parce qu'on a des compétences extraordinaires autour de nous. Ça peut être à la fois joyeux, ça peut être convivial, c'est pas punitif. En tout cas, c'est une écologie qui relie, c'est une écologie qui transforme, c'est une écologie qui protège. Et encore une fois, les 20 et les 27, l'écologie, c'est possible. Alors, à vous de jouer au vote. Cette journée est très loin d'être terminée. Nous serons à Grenoble, à Annecy et à Clermont-Ferrand. On va passer les documentaires. Bruno, je te libère dans une petite seconde, ne bouge pas. L'occasion quand même de vous remercier d'avoir été présent ce matin, en ce dimanche. Grégory Doucet, maire de Lyon, Bruno Bernard, président de la métropole, Marie Toussaint et David Cormand, député européen, et Delphine Batteau. Merci de vos bonne humeur, merci du contenu que vous nous avez apporté et qui est essentiel aussi pour diffuser jusqu'au scrutin. Merci beaucoup et à très bientôt. Et on n'oublie pas ce 20 ou 27 juin. Et merci Fabienne, avec qui on va rester évidemment toute la journée. Un documentaire pour passer l'heure du midi, mais d'abord, on va retrouver Mathias depuis Annecy.